désactiver vos caméras là, si vous ne voulez pas qu'on vous voit dans l'enregistrement. Sinon, vous allez être là, puis c'est pas plus grave que ça. De la manière qu'on va fonctionner pendant la présentation, on va, dans le fond, avoir des périodes de questions. Donc, c'est moi qui va débuter. Je vais commencer par vous présenter c'est quoi une espèce exotique envahissante et je vais vous présenter, dans le fond, les principales espèces qu'on a sur le territoire. Avant de passer la parole à Valérie, il va y avoir, dans le fond, une courte période de questions. En fait, on vous invite, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, normalement, dans le haut de la fenêtre, là, vous avez la possibilité d'afficher la conversation. Fait que si vous voulez écrire vos questions, puis après, dans le fond, que j'avais présenté les espèces, je vais prendre 5 minutes s'il y a des questions pour répondre. Je vais ensuite céder la parole à Valérie qui va vous parler, dans le fond, de vous en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette problématique-là sur les espèces exotiques envahissantes? Et elle va vous donner 2 exemples de projets que nous, on a fait, là, des exemples de contrôle qu'on a mis en place là, dans 2 sites. On va essayer de rentrer tout ça, si possible, en 45 minutes, 45-50 minutes, ce qui laisserait un autre comme 10 minutes pour une période de questions à la fin. Donc, même chose, si vous voulez écrire vos questions dans le chat. Puis sinon, à la fin, si vous voulez activer votre micro, votre caméra, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions de vive voix. Fait que là, est-ce que ça marche pour tout le monde? Tout le monde m'entend? Tout va bien? J'ai des petits signes de main qui se font aller, donc ça me semble excellent. Alors, j'y vais avec qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante, l'abréviation est un EEE. C'est une espèce qui est donc non indigène, introduite, qui a la capacité de s'établir et de se reproduire dans un milieu. Donc, exotique, non indigène, introduite, c'est un peu tous des synonymes dans le fond. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est une espèce qui vient d'un autre continent, en fait. Certains auteurs, certaines personnes peuvent considérer des espèces qui viennent, par exemple, de l'ouest de l'Amérique du Nord comme étant exotiques envahissantes dans l'est de l'Amérique du Nord, mais en général, je vous dirais, les espèces qui sont vraiment les plus problématiques viennent vraiment d'autres continents, donc principalement l'Asie et l'Europe. Donc, elles viennent d'ailleurs. Elles ont la capacité de s'établir. Donc, ça veut dire en fait que l'espèce est capable de survivre au Québec. Et l'autre caractéristique très importante, c'est qu'elle est capable de se reproduire. Donc, un individu qui survit, ça ne fait pas une espèce envahissante. À partir du moment où l'espèce est capable vraiment de se reproduire au Québec, on a la recette gagnante pour avoir une espèce exotique envahissante. Donc, quelques faits sur les plantes exotiques envahissantes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les plantes. Donc, des espèces exotiques, ça peut être, bien entendu, des animaux, des insectes. Aujourd'hui, on se concentre sur les plantes, plus particulièrement les espèces qui vont être plus présentes en milieu terrestre, dans le fond, là, parce que quand on arrive en milieu aquatique, dans les lacs, dans les rivières, c'est toute une autre gamme d'espèces. Donc, on se concentre aujourd'hui sur les plantes qu'on va retrouver plus dans nos forêts, là, dans nos milieux naturels. Je commence avec le pourquoi elles deviennent envahissantes. Premièrement, c'est vraiment la biologie de ces espèces-là. C'est des espèces qui sont souvent très tolérantes. Elles peuvent s'établir à peu près dans n'importe quel habitat. Donc, elles tolèrent des habitats qui sont perturbés ou des fois, il n'y a pas beaucoup d'autres espèces qui vont s'installer. Donc, dans le fond, quand les graines arrivent quelque part, c'est presque sûr qu'elles sont capables de s'adapter et de s'établir. Et c'est aussi des espèces qui vont généralement avoir une capacité de reproduction assez efficace. Donc, des plantes qui produisent beaucoup de graines, qui se reproduisent rapidement. Dans le cas d'espèces qui font de la reproduction végétative, donc par les racines, ça va être des espèces qui, encore une fois, sont vraiment efficaces, là, qui produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plants par les racines. Donc, des espèces qui sont très, très compétitives. C'est aussi des espèces, un autre élément important, qui ont peu d'ennemis. Donc, comme c'est des espèces qui viennent d'un autre continent, d'un autre écosystème, quand on les amène ici, ils n'ont pas vraiment d'ennemis naturels. Ils ont des ennemis naturels dans leur écosystème d'où ils viennent. Par ennemis, on veut dire des maladies, des champignons, des animaux qui les broutent, des insectes.
Là, quand on les amène ici, leurs prédateurs, leurs maladies sont dans l'autre écosystème, dans l'autre continent. Alors, il n'y a rien pour les freiner, finalement. Donc, leur reproduction est très, très efficace et ils n'ont pas de maladie. Il n'y a rien qui les empêche vraiment d'aller, justement, envahir. Et pourquoi a-t-on l'idée d'introduire des plantes exotiques? Dans le fond, c'est surtout les deux principales raisons, c'est des plantes qui ont des propriétés médicinales ou culinaires, ou encore des plantes qui sont esthétiques, donc on veut utiliser dans nos jardins, nos plates-bandes. Fait que c'est vraiment les deux principales sources là, de plantes exotiques envahissantes qui vont souvent se retrouver dans la nature, soit parce que les graines se sont retrouvées là. Sinon, Valérie va y revenir un peu tantôt, mais souvent, quand on fait le ménage du jardin, on jette nos plantes en arrière du terrain dans la forêt et ça peut facilement créer une invasion d'une espèce, d'une plante exotique. Pourquoi on s'intéresse aux plantes exotiques envahissantes et aux espèces exotiques envahissantes en général? Parce que ça peut avoir des impacts qui peuvent venir affecter l'économie. Donc, ça peut affecter, entre autres, les activités récréatives, surtout en bordure de cours d'eau. Ici, là, vous avez sur la photo la fameuse châtaigne d'eau qui avait envahi la rivière du Sud. Si je ne me trompe pas, c'était au début des années 2000. Il y avait vraiment des grosses campagnes là, pour contrôler cette espèce-là. Mais quand on est proche de cours d'eau, ça peut vraiment venir nuire aux activités de plaisance, aux bateaux. Ça peut bloquer l'accès aux cours d'eau aussi, bloquer la vue. Donc, ça affecte les activités récréatives et ça peut aussi faire diminuer la valeur des propriétés qui seraient justement en bordure de cours d'eau et qui auraient des problèmes de plantes envahissantes. Bien entendu, quand on est en milieu forestier ou agricole, ça peut venir diminuer la productivité. Les agriculteurs là, sont bien au fait de plusieurs espèces exotiques envahissantes qui peuvent poser problème. Et puis, évidemment, si on veut limiter les impacts, on va se lancer dans le contrôle. Et là, ça peut, dépendamment des situations, mais ça peut être des projets qui sont coûteux quand on veut éliminer ces espèces-là. Et bien sûr, les EEE ont des impacts sur la biodiversité. Donc, comme je le disais, c'est des espèces qui sont très compétitives. Elles vont donc entrer en compétition avec nos espèces indigènes, les espèces qui sont naturellement ici. Généralement, ça va faire diminuer les populations d'espèces indigènes. Là, dans le fond, les espèces exotiques prennent la place. Ça diminue donc la diversité. Ça peut modifier complètement des écosystèmes, là, dans certains cas, des espèces qui prennent complètement le dessus dans un milieu puis il n'y a plus rien d'autre. Quand on est dans un milieu sensible où on a des espèces rares, des espèces qui ont des statuts menacés en voie de disparition, les espèces exotiques, ça vient vraiment être une menace supplémentaire. Et des fois, ça peut être une menace qui arrive assez rapidement puis qui a des impacts rapidement puis qu'on ne l'avait pas vu venir. Donc, c'est vraiment une problématique, je vous dirais, qui est assez récente, quelques années, puis qui peut s'avérer, qui s'avère très problématique, dans le fond, pour les espèces en péril. Et finalement, toutes ces raisons-là font que nos milieux naturels sont moins résilients face au changement climatique parce que les milieux sont en fait déjà affaiblis par la présence des EEE. Et quand on amène des changements supplémentaires, ils sont moins équipés pour résister. L'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, considère les espèces exotiques envahissantes comme étant la deuxième menace la plus importante à la biodiversité. Donc, en premier lieu, on a bien sûr la perte d'habitat, donc le fait qu'on a de moins en moins de milieux naturels, mais les espèces exotiques envahissantes viennent en deuxième. Donc, c'est vraiment une problématique qui est aujourd'hui assez importante. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous en parler aujourd'hui. Donc, les principales qu'on retrouve sur le territoire, dans le fond, comment est-ce qu'on a sélectionné les principales PEE sur le territoire? Ça vient en partie de travaux que nous, CIM, on a fait dans la MRC du Haut-Richelieu. Donc, on a fait des inventaires dans plusieurs municipalités, dont la municipalité de Saint-Alexandre. On s'est promené dans les boisés, dans les milieux naturels, dans le but d'acquérir des connaissances, quelles étaient les espèces présentes, est-ce qu'il y a des espèces rares, et évidemment, est-ce qu'il y a des espèces exotiques.
Alors, les 6 qui sont là, les 6 que je vais vous parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, c'en est qu'on rencontre fréquemment. Et c'est aussi des espèces qui sont particulièrement envahissantes. C'est vraiment parmi celles qui sont les plus problématiques et qui ont le plus fort potentiel d'envahir un milieu ou un site. Alors, la lierre officinale. Donc, nous, chez CIM, je vous dirais, c'est pas mal notre ennemi numéro 1. Parce que, donc, vous voyez, son habitat, c'est une espèce qui va évidemment s'installer en milieu perturbé, en milieu ouvert. C'est vraiment une espèce qui est capable de rentrer dans la forêt, dans les habitats qui ne sont pas perturbés. Donc, des habitats, en fait, où on ne retrouve pas normalement d'espèces exotiques envahissantes, parce que la plupart des PEE vont profiter d'une perturbation pour rentrer dans un milieu. Donc, la lierre, c'est une plante herbacée biannuelle. Donc, ça veut dire qu'elle fait son cycle sur 2 années. La première année, elle va former une rosette de feuilles qui restent au sol, donc petite. Et la deuxième année, ça fait la fleur, comme vous voyez présentement à l'écran. Donc, la tige va monter beaucoup plus haut. C'est assez joli comme fleur quand c'est en fleur, justement. C'est ça. Quand les fleurs deviennent des fruits, ça produit des quantités phénoménales de fruits, de graines, en fait. Puis, les humains sont vraiment un agent de dispersion important. C'est des graines qui sont minuscules, ça colle sur les bottes, ça peut coller aussi sur les pneus de véhicules. Et là, on transporte les graines un peu partout. En plus, c'est une espèce qui serait là, favorisée par le cerf. Le cerf de la Virginie bourre autant tout dans la forêt, mais pas tellement la lierre parce que ça goûte light. Dans le fond, le nom lierre, ça vient de là. Fait qu'il fait de la place pour la lierre, finalement, en ne la bourretant pas et en bourretant toutes les autres espèces qui sont autour. Donc, ça, en fait, je l'ai dit, là, donc c'est vraiment une espèce qui est préoccupante dans les forêts matures, dans les forêts peu perturbées et qui sont justement des habitats souvent où il y a des espèces en péril. Là. L'impatiente glanduleuse. Alors, on a 2 sortes d'impatientes qui sont indigènes au Québec. L'impatiente glanduleuse, que des fois, vous pouvez entendre aussi impatiente de l'Himalaya. Donc, c'est la même espèce. Très facile à reconnaître. C'est très joli, ça aussi. Ça fait des énormes fleurs roses. Donc, celle-ci est exotique. C'est une espèce qu'on va retrouver plutôt en milieu ouvert et en milieu humide. On va la retrouver aussi beaucoup en bordure des cours d'eau. Ça peut vraiment faire des bordures très, très denses là, en bordure de cours d'eau, justement, d'impatiente. C'est une annuelle, donc un plant vit seulement une saison. Après, il meurt et l'année d'après, c'est vraiment les graines qui vont faire des nouveaux plants. Et la particularité de l'impatiente, c'est sa capacité à expulser les graines à une distance qui est assez impressionnante. Donc, vous voyez, ça peut être jusqu'à 7 mètres de distance. Donc, il y a vraiment un mécanisme dans la fleur qui fait que si on l'effleure, ou même un coup de vent, ça peut déclencher, ça va vraiment aller expulser les graines très, très loin. Comme elle est souvent près de l'eau, les graines se retrouvent dans l'eau et là, c'est dispersé sur de très, très grandes distances. Alors, vous voyez sur la photo, là, ça devient très, très dense. En bordure de cours d'eau, souvent, ça va augmenter l'érosion parce que comme c'est une plante annuelle, ça n'a pas un système racinaire très développé. À l'automne, ça meurt. Alors, à la fin de l'automne, puis très tôt au printemps, les berges sont complètement nues. Donc, ça peut vraiment augmenter l'érosion. Puis ça cause évidemment des problèmes en milieu agricole. Une autre particularité de cette espèce-là, c'est que les fleurs sont vraiment très intéressantes pour les pollinisateurs. Donc, pour les insectes, c'est intéressant, mais ça va vraiment monopoliser, dans le fond, les pollinisateurs, ce qui fait que les plantes indigènes autour vont être délaissées et les plantes qui auraient besoin de la pollinisation par les insectes ne l'auront pas, dans le fond, puis ça peut vraiment nuire à leur reproduction. Donc, elle vient indirectement nuire aux espèces qui se trouvent autour d'elle. Les nerfs bruns. Alors, on a 2 espèces de nerfs bruns exotiques.
Donc, on a le nerf brun bourdaine, qui est la photo que vous voyez en haut, et on a le nerf brun cathartique, qui est la photo que vous voyez en bas. Donc, les feuilles sont un peu différentes, mais sinon, c'est des espèces, là, leur habitat, leur biologie, leurs impacts aussi sont similaires, donc on les a mis ensemble. C'est des arbustes, donc c'est bien évidemment vivace, là, ça vit quand même quelques années. Et ça va coloniser surtout les milieux humides et les milieux ouverts. Ça peut quand même, particulièrement le nerf brun cathartique, peut rentrer en milieu forestier, mais généralement, il va profiter d'une perturbation. Donc, si on a eu, par exemple, une coupe, le nerf brun va s'installer dans les ouvertures qui sont créées, et une fois qu'il est là, il est très, très, très difficile de s'en débarrasser. La particularité du nerf brun, c'est qu'il est dispersé par les oiseaux. Donc, vous voyez, c'est des petits fruits qui peuvent ressembler un peu à des petites cerises noires, des petits bleuets. Donc, les oiseaux vont les manger et les graines vont traverser le système digestif intact. Alors, les oiseaux peuvent vraiment les propager sur de grandes distances, puis on peut se retrouver à avoir du nerf brun qui apparaît à un endroit où il n'y avait vraiment pas de nerf brun à proximité. C'est vraiment parce que c'est les oiseaux là, qui transportent, là, qui dispersent en fait les graines. Une fois qu'il commence à coloniser un milieu, le nerf brun va vraiment inhiber la régénération des autres espèces. Donc, il ne va pas nuire directement, par exemple, aux grands arbres qui sont bien installés, mais il n'y a plus de semis d'arbres, il n'y a à peu près plus d'herbacées, il n'y a vraiment plus d'autres espèces qui sont capables de pousser en dessous. Donc, sur plusieurs années, on finit par avoir là, pratiquement juste du nerf brun, là, 50% et plus d'une forêt qui peut être couverte de nerf brun, dans le fond. Alors, évidemment, ça affecte les producteurs forestiers parce que ça peut grandement compliquer là, justement leur production forestière. Il y a plein d'études qui ont été faites, surtout sur le nerf brun cathartique, là, puis il y a toutes sortes d'effets un peu particuliers. Là, donc, vous voyez que ça serait toxique pour les amphibiens. C'est pas bon pour la nidification des oiseaux aussi. Donc, dans les milieux qui sont vraiment très envahis de nerf brun, il y a beaucoup d'effets sur la faune, d'effets négatifs, là, évidemment, sur la faune. Donc, voilà. C'est aussi une espèce qui est hôte de pucerons et de maladies qui affectent les cultures. Donc, en milieu agricole, encore une fois, c'est problématique. La renouée, donc celle-ci commence à être assez connue. C'est une espèce qui va coloniser principalement les milieux ouverts. Donc, elle a de la difficulté à pousser à l'ombre. Donc, en forêt, c'est pas tellement un problème. Par contre, le long des pistes cyclables, des voies ferrées, en bordure de cours d'eau, ça peut vraiment être problématique. Encore une fois, c'est une espèce qui peut empêcher d'accéder aux cours d'eau, bloquer la vue. C'est une plante herbacée, donc qui n'a pas de tronc, mais qui est vivace. Donc, les tiges vont mourir à chaque année, mais les racines restent là et les racines produisent des nouvelles tiges là, année après année. C'est une plante qui a été beaucoup utilisée pour faire des haies parce que ça vient très, très haut, ça pousse très rapidement. Puis ça, encore une fois, c'est quand même assez joli là, quand c'est en fleurs. C'est une espèce qui se reproduit pas tellement par les fleurs et les graines. Ça va vraiment être de la reproduction végétative, donc par les racines. Donc, dans le sol, on a vraiment un réseau super dense de racines qui laisse place à absolument rien d'autre. La renouée est principalement dispersée par les humains. Donc, comme je le mentionnais un peu tantôt, là, les déchets de jardin, entre autres, c'est une importante problématique avec cette espèce-là. Donc, un peu comme l'impatiente tantôt, là, lorsque la renouée est en bordure de cours d'eau, ça va généralement augmenter l'érosion. Parce qu'encore une fois, c'est une plante qui prend toute la place, donc il n'y a pas d'autres espèces, mais qui n'offre pas vraiment de protection contre l'érosion. Un beau petit mot scientifique, substance allélopathique. Donc ça, en fait, ça veut simplement dire que la renouée relâche des toxines dans le sol qui nuisent aux autres espèces qui sont alentour. Donc, elle se favorise elle-même là, pour prendre toute la place. Et le réseau racinaire est assez impressionnant.
ça peut même aller jusqu'à endommager les infrastructures. Le roseau, donc je vais passer assez rapidement, pas mal tout le monde le connaît, celle-là. C'est un peu semblable à la renouée, dans le sens que c'est une plante qui est herbacée, mais qui est vivace, qui se reproduit principalement par la reproduction végétative, donc par les racines. Le roseau, évidemment, est plutôt en milieu là, humide, dans les marais, dans les fossés. Là. Toute bonne route a sa colonie de roseaux en bordure. Et évidemment, le roseau, c'est assez connu, ça a été bien étudié. Là, beaucoup de problématiques dans les milieux humides. Ça modifie complètement les milieux humides. Ça nuit aux oiseaux, là, mais à pas mal toute la faune qui fréquente ces milieux-là. Et un peu comme la renouée, les racines sont très importantes puis peuvent aller, dans le fond, endommager les infrastructures, là, surtout en bordure de route. Ça peut craquer un petit peu l'asphalte. Donc, c'était les 6 espèces dont on voulait vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Évidemment, des plantes exotiques envahissantes, il y en a plein d'autres. Ce n'est pas les 6 seuls. C'était, comme je vous disais, les 6 qui sont un peu plus problématiques. Donc, si vous pensez avoir ça chez vous, c'est généralement pas une mauvaise idée d'essayer de contrôler la situation. Après, ça se peut que vous ayez des espèces qui vous semblent envahissantes et qui n'étaient pas dans les 6 qu'on vient de vous présenter. Il y en a plein d'autres. C'est pas parce qu'elles sont moins problématiques qu'elles sont pas problématiques du tout. Donc, ça reste des espèces là, auxquelles il faut porter attention. Alors, c'est ce qui va conclure ma partie. Est-ce qu'il y avait des questions, Valérie? Non, dans le chat, il n'y avait pas de questions. Je ne sais pas si vous voulez aller vers des questions. Dans le fond, vous pouvez ouvrir vos micros, là, poser vos questions. On va prendre 1 ou 2 questions. C'est sûr que si ça rapporte plus au contrôle des espèces, on va y venir. Donc, peut-être retenir vos questions vers la fin de la présentation. Mais sinon, si vous avez des questions sur la partie d'Oriane, on vous invite à vous en faire part maintenant. Parfait. Donc, on va continuer sinon. Donc, je cède la parole à Valérie. Donc, pourquoi on veut gérer l'introduction et l'expansion des plantes exotiques envahissantes? Bien, c'est sûr, je pense que Lauriane a fait quand même un beau tour, là, dans le fond, des impacts que ça peut avoir sur les milieux naturels. Donc, on veut préserver notre biodiversité. Donc, on veut pouvoir préserver les milieux dans lesquels vous avez grandi, que vos enfants, vos petits-enfants les connaissent comme vous les avez connus et non pas remplis par une monoculture d'une seule espèce qui prend la place de toutes nos espèces qui sont présentes sur le site. Donc, pour maintenir la résilience au milieu naturel, au changement climatique. Donc, on en a parlé aussi, là, les espèces vont déjà avoir à composer avec les changements climatiques, les changements de climat et tout ça. Donc, on veut limiter la pression qui est faite par les espèces exotiques envahissantes. Donc, si on leur enlève au moins une menace, donc peut-être qu'ils vont mieux résister au changement climatique par la suite. Pour assurer la pérennité des activités récréatives. Donc, aujourd'hui, il n'y aurait plus de kayak, de canaux sur la rivière du Sud du tout si on n'avait pas agi dans le fond, au début des années 2000, puis possiblement qu'il y en aurait jusque dans le Richelieu. Donc, plus de navigation dans le Richelieu, ça a quand même des impacts économiques et donc considérables. Pour réduire les problématiques agricoles aussi reliées au PE. Donc, Lauriane en a parlé également. Donc, le NERPRUN, qui est un autre intermédiaire du puceron du soya. Donc, en diminuant, dans le fond, les problématiques en milieu forestier, en diminuant ces espèces-là dans nos milieux naturels, bien, on diminue également la problématique dans les milieux agricoles. Donc, même si des fois, vous pensez que ça n'a pas d'intérêt, que ça ne vous touche pas tant que ça, bien, ça vient jouer sur les cultures également. Puis, c'est sûr que des projets de contrôle des espèces exotiques envahissantes, quand c'est à très grande envergure, là, ça coûte très cher. Donc, ça diminue les coûts là, de la gestion des plantes exotiques envahissantes.
Donc, de quelle façon les plantes rentrent dans les milieux naturels? Donc, ça va se faire par les graines, donc de façon naturelle. L'érable de Norvège, par exemple, donc les amarres vont se distribuer jusque dans les milieux naturels. Donc, ça va coller dans le poil d'un écureuil ou en dessous d'une botte d'un humain. Donc, vous faites les plates-bandes, vous dites, ah, je vais prendre une petite pause, je vais aller marcher dans le bois derrière. Donc, vous trimballez les graines jusque dans votre milieu naturel avec vos bottes. Donc, ça, c'est des façons qu'on est habitué de voir, mais par contre, des choses auxquelles on ne pense pas. Souvent, si vous avez fait tondre votre gazon, vous donnez un contrat, un contracteur pour venir tondre le gazon. Il est allé chez 3, 4, 10 voisins avant. On ne sait pas ce que ce voisin-là avait sur son terrain. Donc, ça se peut que dans les lames de la tondeuse, dessous de sa tondeuse, il pourrait vous ramener ça aussi. Chez vous. Donc, c'est à faire attention. Donc, des choses comme ça qui sont mises en place, des mesures de contrôle par rapport aux coques de bateau pour la moule zébrée. Donc, il y a beaucoup de stations de lavage maintenant qui sont mises en place dans plusieurs marinas pour s'assurer que la moule zébrée ne circule pas à travers la machinerie, donc les coques de bateau. Donc, ça pourrait être le cas aussi avec les tondeuses si une personne qui vient tondre les gazons, ceux qui passent sur un site ou qui passent sur un terre-plein où il y a de la lierre ou d'autres espèces exotiques qui pourraient nettoyer sa machinerie avant de passer chez vous. Donc, disposition des déchets végétaux, ça, on le voit régulièrement quand on fait les inventaires, là, quand on arrive à proximité des quartiers résidentiels. On les voit, là, particulièrement les couvre-sols, que on a fait le plate-bande, on en a un petit peu trop, on va aller mettre ça à l'abri du bois, ça va composter. Mais ça composte pas toujours. Donc, on les voit beaucoup dans les milieux naturels. Donc, c'est vraiment à faire attention à ce niveau-là. Puis, ben, c'est sûr que, évidemment, ces plantes-là sont encore utilisées dans les plates-bandes. Donc, c'est encore en vente dans les centres de jardin. Donc, c'est sûr que ça, c'est une problématique à laquelle qui nous dépasse un peu tous. C'est une compétence fédérale de venir légiférer pour interdire ces plantes-là dans les centres de jardin. Mais c'est sûr que si ça faisait pas partie de l'offre, ça réglerait une partie du problème aussi. Donc, je vous disais, ça nous dépasse un petit peu, mais qu'est-ce que vous, concrètement, vous pourriez faire, dans le fond, pour éviter que les plantes exotiques envahissantes rentrent dans nos milieux? Ben, c'est vous informer. C'est vous informer quand vous allez en centre jardin, qu'est-ce que vous achetez. Donc, souvent, les employés de centre jardin, malheureusement, sont plus ou moins formés, aussi sont plus ou moins au courant de ces choses-là. Donc, particulièrement si vous avez une forêt, un milieu naturel à proximité, les endroits pour vous informer, là, vous allez avoir dans les dernières diapos plusieurs références que vous pouvez utiliser. Au Québec, la référence, c'est Sentinelle. Vous avez le site Internet, mais vous avez également une application. Donc, pour les gens qui sont familiers, vous pourriez avoir sur votre téléphone, puis vous auriez là, les principales espèces au-delà des 6 qu'on vous a présentés. Donc, vous auriez une liste d'espèces qui sont considérées comme exotiques envahissantes au Québec. Dans les sites dont je vous parlais, il y a également le gouvernement de l'Ontario qui fait vraiment un outil super intéressant. Puis il y a aussi les techniques de gestion. Donc, le gouvernement de l'Ontario font vraiment des documents très intéressants pour ça. Donc, en vous informant sur les plantes exotiques envahissantes, vous pouvez aussi trouver une alternative. Donc, Lauriane vous disait, ah, tu sais, ben oui, de la renouée, c'est bon, c'est beau. Ben oui, de l'expansion de l'Himalaya, c'est très beau. C'est vrai. Par contre, on a des très belles plantes de notre flore indigène au Québec également. Donc, vous pourriez vous informer pour des plantes de remplacement. On a la Fédération des horticulteurs du Québec qui ont fait un petit document là, où ils vous suggèrent justement des plantes de remplacement. Il y aurait matière à bonifier ces documents-là, mais encore une fois, sur le site du gouvernement de l'Ontario, on a un document d'une 50aine de pages là, où vous avez vraiment plusieurs espèces où on vous dit, OK, vous voulez un couvre-sol dans vos plates-bandes, bien voilà ceux qui seraient à éviter, puis voilà ceux qu'on vous recommande. Donc, ils ont vraiment classé ça. Donc, vous voulez une vigne, vous voulez un arbuste, donc eux, ils vont vraiment vous proposer des alternatives qui sont sécuritaires pour nos milieux naturels.
On en a parlé également, donc vos déchets de jardin vont dans le bac à compost. Donc maintenant, on a la chance d'avoir notre Bruno. Donc, les déchets de jardin, c'est vraiment là que ça va. Puis pour certaines espèces, comme la renouée, là, je vous dirais, même oublier le bac à compost, allez-y avec les déchets. Donc, même en compost industriel, là, ça pourrait se propager. Donc, on veut vraiment là, limiter le plus possible. Donc, la plupart, là, comme les couvre-sols et tout ça, ça va se composter, mais il y en a certaines qui peuvent résister. D'autres endroits que vous pouvez consulter, donc le site web de la municipalité, donc il pourrait y avoir donc, des réglementations en vigueur sur certaines espèces, des politiques, donc de voir, je pense que le site internet de la municipalité est quand même à jour et complet, puis possiblement qu'on pourra suggérer là, qu'il y a des liens qui sont dans la présentation, soit ajoutés dans les références pour les citoyens. Là. Donc, c'est pas si sorcier que ça, dans le fond, le rôle que vous avez à faire. Donc, faire votre choix d'espèces comme il faut, puis gérer vos déchets de jardin comme il faut. Donc, déjà, si tout le monde fait ça, on a une partie de la bataille de pratiquement gagnée. Par la suite, ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est aller dans vos milieux naturels, puis apprendre à reconnaître donc, les principales espèces qu'on vous a présentées, ou il y en a d'autres, le légopode, on n'en a pas parlé. Par contre, c'est une espèce aussi qui peut rapidement venir en compétition. Donc, vous allez prendre toute la place dans le parterre forestier. Donc, on n'avait pas le temps de tous les présenter, mais d'apprendre à reconnaître les principales espèces sur votre terrain. Ou des fois, vous marchez et vous dites « Ah, il me semble qu'il y a 5 ans, c'était pas là, cette plante-là. » Ben, prenez le temps de trouver une façon d'identifier cette plante-là. Donc, souvent, quand il y a un changement qui est perceptible à l'œil nu, c'est que c'est possiblement une espèce qui rentre rapidement, donc une espèce envahissante qui va rentrer. Quand vous les détectez, ben, s'il y en a seulement quelques plants, ben, enlevez-les rapidement. Si vous en voyez un petit peu plus, donc c'est de vous informer là, sur les bonnes actions de contrôle à prendre. Une autre des références intéressantes qui est mentionnée à la fin, c'est le livre de Claude Lavoie qui est paru en 2019, dans lequel on mentionne une 50aine d'espèces à statut précaire et où M. Lavoie a fait une revue de littérature là, de toutes les actions de contrôle qui ont été prises. Au moins au Canada, aux États-Unis également, dans tous les projets, peut-être même en Europe pour certains cas. Donc, il y a vraiment une revue de littérature de ce qui a été essayé pour toutes les espèces. Donc, ça vous enlève du travail un petit peu en commençant par là. Donc, pour avoir un contrôle efficace donc d'une espèce exotique envahissante, donc il faut savoir les caractéristiques de l'espèce. Est-ce qu'on a une espèce annuelle, donc comme l'impatient de l'Himalaya? Donc, dans ce cas-là, on peut simplement couper la production de graines à la fin de l'été, puis on n'a pas à mettre plus d'efforts que ça. Est-ce qu'on a une plante vivace où là, il faut s'intéresser aux racines également, ou on a une plante à rhizome qui, elles, sont vraiment celles qui donnent le plus de fil à retordre à tous les gens qui s'engagent dans une lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, se documenter pour connaître donc, la méthode, donc comme je parlais, là, savoir comment le faire et quand le faire aussi. Donc, idéalement, on le fait à un moment où on ne va pas propager l'espèce en la contrôlant. Donc, on parlait du nerf brun tout à l'heure, que les petits fruits, quand les fruits sont arrivés à maturité, si on se promène avec notre nerf brun sur l'épaule puis qu'on sème les petits fruits derrière nous, ben on n'est pas d'avance. Donc, il faut le faire au moment où l'arbre n'est pas en fruits ou couper les branches avec des fruits puis les mettre dans un sac à poubelle donc pour éviter la dispersion de ce qu'on essaie de contrôler. Puis, le dernier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de contrôler les populations satellites d'abord. Donc, des fois, on veut commencer par le foyer d'infestation où il y en a vraiment beaucoup. On se dit, oh mon Dieu, c'est l'enfer ici. Mais ce secteur-là, la bataille va être longue, la bataille va être ardue. Si vous vous promenez et que vous prenez le temps de bien connaître votre terrain, puis que vous trouvez, ah, j'ai une dizaine de plants ici, ah, j'ai une dizaine de plants ici, bien, vos gains vont être beaucoup plus grands en commençant par les populations satellites, puis en confinant l'espèce dans un endroit plus restreint. Donc, on commence de l'extérieur vers le plus dense.
Donc, on espère que vous n'avez pas des projets de cette envergure-là sur vos terrains, mais on vous présente quand même quelques exemples de projets de contrôle que CIM a fait dans les dernières années. Puis, on espère vous convaincre qu'il ne faut pas attendre pour intervenir là, avant d'en arriver à des projets de cette envergure-là. Donc, le premier projet dont on vous parle, c'est le contrôle de la lierre officinale dans le refuge d'oiseaux migrateur de Phillipsburg. Donc, c'est un site qui est protégé depuis une 50aine d'années. Donc, en théorie, il n'y a pas d'humain qui va là, il n'y a pas de machinerie qui va là. Donc, c'est probablement la faune qui a dispersé la plante. Donc, le cerf de Virginie est assez efficace à ce niveau-là. Donc, pourquoi on a entamé un projet de contrôle? C'est qu'il y a plusieurs espèces à statut précaire dans le refuge, autant floristique que faunique. Donc, on trouvait ça important de préserver cet habitat-là. Donc, on a détecté l'espèce en 2016. Et là, on a commencé, donc ce que je vous disais qu'il ne fallait pas faire. Donc, on a commencé dans le gros foyer d'infestation à faire le contrôle. Donc, c'est une plante qu'on arrache au mois de mai-juin. Donc, à partir de juillet, là, souvent, je vous dis, les plants sont en fruits, donc là, on cause plus de mal que de bien à essayer de la contrôler trop tard en saison. Donc, la technique d'arrachage, donc c'est vraiment plan par plan, y aller à la main. Donc, je vous ai mis une photo d'une petite racine, là, donc qui fait une espèce de S. Donc, c'est important de ne pas casser cette racine-là dans le sol parce que le plant va renaître de ses cendres et même si on l'arrache à la fin juin, a le temps, durant le mois de juillet, août, septembre, de reproduire une série de graines donc, et de se propager à nouveau. Là. Donc, il faut vraiment faire attention de tout enlever. Puis, en même temps qu'on faisait ce projet de contrôle-là à l'entrée, on a précisé là, la répartition de l'espèce. Donc, on a évalué dans le reste du refuge les densités et tout ça, ce qui nous a mené en 2019 à faire un projet beaucoup plus structuré, si on veut, donc pour aller avoir un meilleur contrôle. Donc, la zone infestée, ça totalisait 60 hectares, donc de densité variable, mais quand même, on avait vraiment une zone très importante. Donc, l'équipe de CIM, on s'assure de contrôler les populations satellites un petit peu partout dans le refuge. Puis, bon, on a encore besoin de bénévoles et de bras pour les zones de corvée, les zones de forte densité, donc on fonctionne avec des corvées. Dans les 2 dernières années, il y a 40 personnes qui ont été impliquées dans le contrôle de la lierre dans le refuge. Ça totalise 900 heures de terrain qui ont été mises dans ce site-là. On a récolté 1814 livres d'alières dans le site en 2 ans. Donc, puis on n'a pas fini, là, on devrait en ramasser la moitié de ça, donc environ encore 800 livres cette année en poursuivant le contrôle. Donc, si vous voulez nous aider, on a une corvée le 15 mai qui s'en vient, donc on est toujours à la recherche de gens pour nous aider dans ce site-là. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est un projet, ça fait déjà 2 ans intensif. Là, on poursuit le projet pour un autre 2 ans, puis possiblement qu'on va assurer un contrôle là, encore pendant plusieurs années. Second projet qu'on veut vous présenter, donc c'est le contrôle de la renouée du Japon ici au Mont-Saint-Grégoire, donc dans la réserve naturelle. Là, je vous dirais que ça doit être une photo qui est prise tôt en saison parce que ça arrive juste aux hanches de l'Oriane. Donc, on a d'autres photos plus impressionnantes où ça pourrait être 2 pieds au-dessus de sa tête comme espèce. Donc, c'est une plante qui est vraiment très grande. Donc, pendant 5 ans, donc suite à la dissection, pendant 5 ans, on a fait des coupes répétées, donc pour essayer d'épuiser les ressources. Ça nous a permis de la confiner, mais elle n'a pas perdu de terrain. Donc, elle n'en a pas gagné, mais nous non plus, on n'en a pas gagné. On a juste réussi à la confiner. Donc, on s'est dit encore là qu'il fallait mener un projet d'une plus grande envergure. Donc, on a fait le tour là, du massif forestier du Mont-Saint-Grégoire. Donc, on a vérifié s'il y en avait ailleurs. On a offert, dans le fond, aux propriétaires là, d'embarquer avec nous dans un projet de contrôle s'ils le souhaitaient. Puis, donc, en 2019, on a commencé donc, le projet plus sérieusement. Donc, ce qui a été fait, c'est au mois d'août 2019, les tiges de renouée, donc c'est comme un bambou, ont été injectées
par un consultant. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui peut faire ces opérations-là. Donc, c'est un consultant qui est venu injecter les tiges de renouer. La photo à votre gauche, où on, ben, à gauche, où on a encore du vert, c'est 1 semaine après l'injection. Puis à droite, c'est 2 semaines après l'injection. Donc, on était quand même pas mal venu à bout de cette génération-là de la colonie de renouer. Puis ça a été fait à ce moment-là de l'année également, parce que c'est le moment de l'année où la plante commence, donc après avoir fait sa floraison, là, la plante commence à stocker ses réserves, donc commence à envoyer le tout dans ses rhizomes. Donc, on voulait avoir un maximum d'impact sur la racine, mais il y a toujours des rhizomes dormants, des bourgeons dormants, ce qui fait qu'au printemps, quand on est allé récolter les tiges mortes, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même encore là, des rejetons de renouer qui voulaient sortir malgré tout. Donc, ils ont été retirés également. Puis, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a installé un géotextile non tissé, parce que si vous prenez juste une bâche qu'on retrouve au Canadien intérieur, tissée, là, donc la renouée va la lever. Donc, elle est assez forte pour faire lever les bâches conventionnelles. Donc, ça prend vraiment une bâche non tissée, là, donc c'est les géotextiles qu'ils utilisent quand ils font les routes. Ensuite, on a recouvert ce géotextile-là de terre. Donc, notre plan, c'était de l'ensemencer pour remettre un couvert végétal par-dessus, parce que la bâche, il faut la laisser là au moins 5 à 10 ans pour vraiment venir à bout de tout contrôler. Donc, on voulait avoir un couvert végétal par-dessus. Mais la nature fait bien les choses. Donc, la terre qu'on avait fait livrer, dans le fond, il y avait déjà des semences à l'intérieur. Donc, vous voyez, dans le fond, quand on a fini le projet, donc le 21 mai, donc on avait seulement la terre, puis rendu au 25 août, on avait toutes des graminées. Je sais que c'est pas des espèces que les agriculteurs aiment dans leur champ, mais nous, on était bien contents d'avoir ça, plutôt que d'avoir là, la renouée à cet endroit-là. Donc, c'est un projet donc, qui est encore sous surveillance. Donc, on va continuer de vérifier dans le pourtour de la bâche s'il y a des plants qui ressortent. Puis, derrière ça, là, il y a un talus. Donc, Lauriane vous dit, elle n'est pas très performante en sous-bois, mais elle rentre quand même un petit peu. Donc, nous, on va continuer également de contrôler les tiges de plus petite envergure là, à ce niveau-là. Puis, dernier petit projet rapidement, donc le contrôle du nerf-point bourdaine dans le parc naturel des Parilines à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, encore une fois, on intervient parce que c'est un site protégé de la ville. Une des premières étapes, ça a été de faire les inventaires du nerf-point, donc de savoir où étaient nos plus grandes densités et où étaient les endroits où on pouvait faire des gains rapidement pour réduire le plus possible la superficie qui était couverte par le nerf-point. Donc, on fait des corvées d'arrachage depuis 3 ans. Donc, on cible en priorité les arbustes reproducteurs. Donc, le temps qu'ils ont 1 pied, 2 pieds, tant qu'ils ne font pas de fruits, ils sont plus ou moins dommageables. Donc, on préfère se concentrer sur les arbustes reproducteurs là, pour éviter qu'elles se répandent encore plus. Donc, c'est un arrachage avec un outil donc orange qu'on voit là, sur la photo qui fait un effet de levier qui nous permet de déraciner les arbustes, parce que si on coupe, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va faire plein de rejets. Donc, on n'a pas vraiment fait de gain à ce moment-là. Là, on en enlève un, puis on en reçoit 10 en échange, donc il n'y a pas de gain de fait. Donc, ce qu'on fait quand les arbustes, quand ils sont vraiment trop gros, donc on va venir anneler l'arbre. Donc, avec un couteau, on va venir gratter l'écorce sur toute la circonférence de l'arbre. Donc, ça va rendre la circulation de la sève plus difficile. Donc, puis le nerf-point va mourir à petit feu. Donc, là, c'est pas prouvé comme technique encore. C'est sûr que le nerf-point pourrait faire des rejets quand même. Mais notre hypothèse, c'est qu'elle en ferait moins quand elle meurt à un petit feu que quand on coupe, qu'elle meurt rapidement. Donc, la réponse n'est pas la même de la part de l'arbuste. Donc, voici les références que je vous parlais. Donc, le livre de M. Lavoie, le site de Sentinelle, les 2 sites là, de l'Ontario sur le programme de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes et le petit guide pour les espèces de remplacement.
SIM également, on a une fiche sur notre site web qui vous résume l'information des principales espèces qu'on retrouve dans la région. Et vous avez le site de la Fédération d'horticulture du Québec également. Donc, on va être prêt à répondre à vos questions. Puis, je voulais vous également remercier la municipalité de Saint-Alexandre de nous avoir permis de vous rejoindre ce soir pour discuter d'un enjeu qui nous tient à cœur assez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou les écrire dans le chat comme vous voulez. Oui. Alors, oui, j'aurais 2 petites questions, en fait 3 même. Est-ce qu'on a noté des toxicités chez les humains liées au EEE? Ça, c'est une première. Est-ce que, dans le cas de la phragmite, par exemple, on peut utiliser cette fibre-là pour une autre utilisation? Je pense aux granules pour les poêles à bois. Est-ce que, parce que c'est naturellement très touffu. Et puis, dernière question, si jamais une personne, un propriétaire chez nous, trouve une bande, mais n'est pas totalement certain, est-ce qu'on peut avoir recours à vos services pour l'identification d'un amas végétaux, puis qu'on redoute que ça pourrait être une espèce exotique envahissante? Mais pour répondre à votre première question par rapport aux espèces qui pourraient avoir un impact chez l'humain, on a la berce du Caucase qui est qui est populaire dans les médias, dans le fond, qui a un effet quand même intense, dans le fond, sur la peau, qui fait des brûlures assez sérieuses. Donc, c'est celle qui me vient le plus rapidement en tête. Sinon, on a le panais, qui est pour certains considéré comme une espèce exotique envahissante. Pour d'autres, c'est plus une espèce naturalisée, mais pour laquelle aussi il pourrait avoir une réaction. Donc, si vous touchez le panais et que vous êtes exposé au soleil, ça fait des taches noires sur la peau. Donc, c'est une réaction qui peut être faite. Donc, c'est les 2 rapidement qui me viennent en tête. Lauriane, je ne sais pas si tu as autre chose à quoi tu penses. Non, point de vue toxicité, c'est pas mal ça, la berce du Caucase. Je pense que c'est la pire, puis on en a quand même largement entendu parler. Il n'y en a pas beaucoup dans la région ici. Je pense qu'il y en a qui a été vu, je me souviens plus où, mais à 1 ou 2 endroits, c'est vraiment pas majeur. Sinon, à ma connaissance, il n'y en a pas qui sont toxiques. Là. Mettons le nerf brun, je pense que c'est pas spécialement dangereux de le manger. Là. Je vous le recommanderais pas, mais c'est pas nécessairement vraiment poison. Fait que ouais, voilà. Je te suggérais peut-être, Val, pendant que j'ai la parole, de peut-être arrêter le partage d'écran. Comme ça, les gens vont nous voir en plus gros quand on parle. C'est pas toi qui fais le partage? Moi, ça me dit pas. Ouais, c'est ton partage, je crois. Attends une minute. En tout cas, sinon, pour répondre à votre deuxième question, concernant les utilités, c'est quand même une excellente idée pour le phragmite. Là. À ma connaissance, il n'y a pas d'utilité. Je ne sais pas, Val, si tu peux effectivement, j'ai pas entendu parler. Confirmer. Là. Il y a certaines espèces, comme la renouée, il paraît qu'on peut utiliser les tiges pour en faire des smoothies. La lierre a aussi, dans le fond, un goût d'ail, fait que les gens peuvent faire du pesto avec les feuilles, avec les tiges, mais ça reste des utilités à petite échelle, je vous dirais, là. Pour ce qui est de vraiment comme, tu sais, vraiment, c'est sans faire une industrie, là, tu sais, trouver vraiment quelque chose qui permettrait d'en utiliser des grandes quantités. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Nous, à Sim, ce qu'on a fait, les tiges de renouée séchées, on les a conservées pour les brûler. Ça fait du très bon bois d'allumage. Mais encore une fois, c'est à petite échelle. Là, nous, on a gardé nos tiges, mais ça ne se vend pas là, du bois d'allumage de renouée. Mais c'est sûr que ça serait effectivement intéressant de trouver une façon de les valoriser, dans le fond, comme effectivement le phragmite. Je pense que si on était capable d'en faire du granule, les bords d'autoroute sont pleins à grandeur, donc ça serait possiblement un moyen de se chauffer à peu de frais dans les fêtes, là, mais il faudra, je sais pas qui, le proposer à l'industrie du granule, je pense. Là. Puis, M. Paquin, je ne sais pas si vous vouliez parler, là, je voyais votre vignette qui clignotait, mais juste pour terminer avec M. Barrette, pour ce qui est de si les gens envoient, vous pouvez toujours effectivement m'envoyer une photo, dans le fond,
clair, là, soit du bosquet ou également de la feuille de la plante que vous voulez identifier. Puis je pourrais essayer de jeter un petit coup d'œil rapidement pour vous identifier la plante, effectivement. Oui, c'est ça. Dans le fond, n'hésitez pas. Là, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Puis en plus, si on vous identifie l'espèce, si on connaît des bonnes méthodes de contrôle, on peut vous transmettre l'information aussi. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous reteniez ce soir. Si vous vous lancez dans le contrôle d'une espèce, mais vous ne faites pas ça comme il faut, au mieux, vous allez rien changer, mais au pire, vous pouvez vraiment empirer la situation, puis vous retrouver avec un problème encore plus gros dans les bras. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez contrôler, de le faire comme il faut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Non. Allez-y, soyez pas gênés. On est là pour ça. Écoute, on a la... Renouée du Japon. Écoute, on est allé chercher ça chez notre belle-mère, on trouvait ça très beau, blablabla, et maintenant, ça va jusque vers la maison. Alors, là, on a regardé ce que vous aviez dit. Il s'agirait peut-être vraiment de raser, ce qu'on ne veut pas, parce que dans le fond, nous autres, on a quand même une clôture qui nous protège de la route, ce qui fait que c'est ça. Mais je veux dire limite, là, parce qu'on est prêt avec. Et puis le reste, ben, ce que j'ai compris, c'est qu'on rase, après ça, on met un géotextile, ça, et on met de la terre, parce que nous autres, on est rendu où il faut faire quand même faut replacer nos choses là, en fait de paysagement. Bon. Fait que je pense que c'est peut-être la seule. Ben, c'est sûr que. Ouais, vas-y, Val. Ben, c'est ça. C'est sûr que dans le fond, nous, la membrane qu'on a utilisée, c'est vraiment une membrane donc, qui est quand même coûteuse. L'option qu'on avait testée avant, c'était les feutres de piscine. Donc, c'est pas une toile qui est tissée, donc qui peut être une alternative. Donc, dans nos tests qu'on avait fait avant, il y a une petite superficie qu'on avait couvert avec un feutre. Donc, qui mettent en dessous des piscines, puis ça avait quand même relativement bien fonctionné. Fait que ça pourrait être quelque chose que vous pouvez essayer si vous ne voulez pas investir trop dans votre tâche de renouveau. Mais c'est sûr que les résultats vont peut-être être plus longs à arriver. Puis, dans le fond, ce que je n'ai pas mentionné aussi, ce qui est important avec la bâche, c'est de couvrir plus grand. T'sais, nous, la bâche, on l'a mis 1 mètre au-delà de la fin de la colonie pour s'assurer que les rhizomes, donc les racines qui courent au sol, réussiront pas là, à venir sortir de la toile. Puis aux endroits où il y a du chevauchement aussi, c'est superposer la toile pour s'assurer qu'elle ne vienne pas se frayer un chemin là, à travers. Et où on peut acheter ça? Ben, c'est une toile qui vient de chez Soleno, ici, à Iberville. Donc, là, c'est ça, nous, on a pu l'acheter. Je ne sais pas s'ils font de la vente aux particuliers, mais on va leur développer un marché de contrôle. Vous parliez d'une membrane non tissée. Wow. Ça fait que ça veut dire les affaires qui vont dans les centres de jardin puis des choses comme ça, c'est pas utile, ça. Non, c'est ça. Ça laisse passer l'eau. Si ça laisse passer l'eau, ça va laisser passer la plante. C'est ça, puis ça laisse passer la lumière, même si c'est bleu, puis ça sent opaque. Comme je vous dis, nous, le meilleur résultat qu'on a eu, c'est vraiment le feutre qu'ils mettent en dessous des piscines là, pour que les herbes passent au travers des toiles de piscine, l'espèce de feutre gris. C'est ce qui nous avait donné le meilleur résultat. OK. Dans ce cas-là, on pourrait aller dans les jardins de piscine. Ou même eux, quand ils changent des toiles de piscine, s'ils changent le feutre, si vous avez des gens qui démolissent leur piscine et qui ne veulent plus du feutre, récupérer. Oh mon Dieu, on va faire des recherches. C'est une récupération de ces feutres-là. Parce que ça pousse déjà vers notre maison, on semble envahi là, présentement. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit parce qu'effectivement, la renouée a été beaucoup utilisée pour faire des haies parce que ça pousse très rapidement puis ça fait effectivement là, des belles haies. Comme je le disais, en fleurs, c'est joli, c'est plein d'abeilles, c'est plein de pollinisateurs. Mais si vous dites bien, là, c'est vraiment infernal. Quand nous, on avait été chercher ça chez les parents de conjoints, on ne savait pas, là. Écoute, on parle de 40 ans plus tôt. OK?
Parce que Là, depuis tout ce temps-là, depuis nous ce autres, temps-là, nous autres, on a réalisé comment c'était épouvantable, là. Si nous autres, on laisse notre maison pendant 2 ans, là, ben, on est fini, là. C'est ça. La jungle. Mais ce que je peux vous inviter à faire aussi, vous pouvez peut-être nous envoyer des photos par courriel, puis on verra si on est capable de vous faire des petites recommandations plus personnalisées là, selon ce que vous avez vraiment. Mais c'est sûr que la renouée, malheureusement, c'est vraiment une plante qui faut s'y mettre. Si vous voulez vous en débarrasser. Là. Ça vient du Japon, mais comment ça se fait? Oui, ça vient d'Asie en général. Pas juste du Japon. Comment c'est introduit, c'est ça votre question? Ça a été introduit parce que c'est une plante ornementale. C'est vraiment ça. C'est une plante que les jardiniers affectionnaient beaucoup justement pour faire des haies, ça fait des beaux bosquets. Fait que ça a été introduit de cette manière-là. Puis probablement que les déchets de jardin là, sont une des raisons pourquoi ça s'est retrouvé un peu partout. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais nous autres, on a été naïfs, puis on l'a planté. Ah, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je pense que c'était René. Est-ce que tu avais une question? Non, ben tantôt, Lauriane, tu disais aux gens d'envoyer, bon, je travaille à Sim aussi, là, d'envoyer une photo. Effectivement, là, peut-être qu'on c'est un peu dans ça pour vous faire des recommandations. C'est sûr que la renouée, c'est une grosse bataille. Si vous pensiez, mettons, par exemple, excaver, c'est que ça va très profondément dans le sol. Dès qu'on laisse un petit bout de rhizome, ça peut repartir. Mais ça risque peut-être de le faire sur un petit volume, une petite superficie, de vraiment aller chercher. Et là, il faut que vous fassiez vraiment attention à vos résidus, là, que vous mettez ça dans un sac à vidange. Ça n'aille pas nulle part ailleurs. Mais peut-être essayer de remplacer des portions là, pour voir comment ça se comporte. Mais surtout si vous n'êtes pas près d'un cours d'eau, parce que souvent aussi, c'est ça, là, c'est que si on en échappe des bouts de rhizome ou des bouts de tige puis que ça dérive dans le cours d'eau, ben là, on va juste aller déplacer notre problème chez un voisin. Mais c'est ça. Parce que sinon, c'est un gros contrat, la renouée, là. Ah ouais, gros. Mais c'est quand même important de mener la bataille parce que je ne sais pas quel âge a votre maison, mais s'il y a par exemple des fissures dans le salage, là, la renouée est reconnue là, pour se faire une place à travers la fissure, puis ça pourrait poser des problèmes à votre maison aussi. Donc, il faut vraiment la tenir le plus loin possible de la maison. OK. Merci beaucoup. On a déjà des solutions, je trouve. Une piste. Une piste, en tout cas. Fait qu'on va vous envoyer des photos pareilles. Puis on va s'organiser. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est déjà 8h03. Est-ce que, je ne sais pas si vous voulez qu'on conclue, puis si jamais vous avez des questions qui vous viennent par après, là, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Excellent. Alors, je tiens à remercier la participation de tout le monde, très intéressant. Merci, gros merci naturellement à nos deux conférencières, Mme Deschênes et Mme Lauriane, donc pour cette intéressante entrevue. Je suis un peu fatigué, je pense. Et puis, je vous invite à suivre nos autres conférences qui vont avoir lieu donc, dans le courant des activités de la municipalité. Et on est très heureux de ça. Encore une fois, je le répète, c'était une activité prévue au plan de conservation de la municipalité, le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Et pour ceux que ça peut intéresser, je vais avoir un feu de piscine disponible quelque part vers juin. Pour la lutte, je ne change rien. Bon, merci tout le monde d'avoir pris du temps pour venir assister à notre conférence. Donc, je vois qu'il y a un commentaire qui est en train de s'écrire. Peut-être attendre quelques secondes. Ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde. On nous demande, dans le fond, si c'est possible d'envoyer la présentation. Si je ne me trompe pas, en fait, l'enregistrement et tout va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Tout à fait. Oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Ça soirée. fait plaisir. Bonne soirée. T'as-tu payé pour ça? Maintenant.
Êtes-vous satisfaite? Mesdames? Oui. Oh oui, c'est sûr, c'est particulier en ligne, on va se le dire. Là. On n'a pas beaucoup de feedback. Là. Est-ce que les gens nous écoutent? Est-ce qu'ils nous écoutent pas? C'est dur à savoir, mais si vous êtes satisfait, on est satisfait. Ben, en tout cas, moi, je suis satisfait. Toute activité qui va vulgariser ces concepts-là est bienvenue. Et en tout cas, nous, à la municipalité, on est bien heureux de ça. Puis, on espère que ça va sensibiliser beaucoup de monde. C'est pas pour rien que je demandais voir si on peut utiliser encore une fois vos services. Si les gens ne sont pas familiers avec l'identification des plantes, à ce moment-là, si on sait qu'on peut avoir vos services, ben c'est intéressant là, pour la suite des choses. Alors, nous, naturellement, à la municipalité, on fait en sorte de vulgariser le plus possible le concept de contrôle et de planification pour éviter le plus possible l'envahissement de ces espèces-là. Et puis, ben voilà. Alors, merci de votre heure. Et puis, on est bien content de votre prestation. Là. Bon. Tant mieux. Fait qu'on se retient au courant pour la suite des projets. Là. On en a quelques-uns dans les cartons. Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse aller vous reposer. Vous avez eu une longue journée, je pense, de votre côté. Bon. Merci. Merci de nous avoir invités. Bonne soirée. Ben, on va pouvoir installer ça puis le rendre disponible au monde. Puis, ben, ils vont nous envoyer, ils vont enregistrer. Oui. Ils vont nous envoyer, on pourra mettre ça sur Internet. Parfait. Madame Odile va pouvoir régler ça. Super. Bon, je pense qu'on peut quitter.